Et pour nous, c'est important d'aborder ces thématiques avec vous, parce que souvent, quand on parle de prison, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est important de parler de tout ce qui se passe avant. Tout ce qui se passe avant la prison, la question de la répression. Et là, l'intérêt de cette discussion, c'est un peu de voir qui est touché par la répression, comment les choses évoluent au fur et à mesure, quelle lutte on peut avoir autour de ça. Et avant de laisser la parole, je voulais introduire un peu une idée, une question. Voilà, le terme de bavure policière. Et comment on peut le questionner à partir de ce qu'on peut voir comme régularité sur qui est touché, comment ça se passe quand il y a un meurtre policier, et aussi d'étendre la question sur on parle souvent de violence policière, surtout quand il y a des morts, mais on pourrait aussi questionner ça, ça veut dire que les violences policières, c'est aussi des humiliations, c'est plein d'autres choses. Donc voilà, au niveau du format, là l'idée c'est vraiment de faire une discussion, donc n'hésitez pas à prendre la parole un peu quand vous voulez, et à vous introduire si vous voulez. Là je vais laisser un peu la parole à Elias Sumib et à Bouba qui vont aussi annoncer voilà ce qu'ils font et de quoi ils veulent parler. Bonjour à tous, déjà je me présente, je m'appelle Elias. J'ai fait partie avec certains d'un mouvement issu des quartiers populaires qui s'appelait le mouvement d'immigration et des banlieues. Moi, pour revenir en fait au débat d'aujourd'hui, c'est pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter en fait 40 ans en arrière. La création des grands ensembles. La création des grands ensembles, c'est les cités. C'est là où ils nous ont parqués pendant 50 ans. Les minorités en particulier. Minorités noires et arabes en particulier. Et à partir de là, on a été considéré comme... En fait, je sais pas comment on a... il y a eu la décolonisation, et à partir de là, voilà, on a été traité de la même manière que dans les pays d'Afrique qui étaient colonisés. Quand on regarde par exemple dans les années 70-80 ce qui s'est passé, c'était les Maghrébins principalement qui se faisaient tuer par la police. Je vais prendre un exemple, c'est l'été 73. Ça va vous sembler surnaturel, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. En été 73, en juin 73, il y a eu une ratonnade où il y a eu plus de 80 Maghrébins qui ont été tués par des policiers et des beaufs. Elle a duré 3 mois. C'est juste pour vous dire, voilà, les violences policières, elles n'ont pas commencé il y a 10 ans, elles n'ont pas commencé avec les gilets jaunes, elles ont commencé déjà à la création des grands ensembles de nos cités. Prendre l'exemple de l'été 73, je vais sauter jusqu'à dans les années 80, comme ça va être plus facile. Voilà. Les années 80, il y a eu les premières violences urbaines. Nous, on appelle ça les premières révoltes. C'est-à-dire il y a eu des jeunes, à un moment donné, qui en ont eu marre, non seulement de se faire tuer, mais comme il l'a dit, de se faire humilier quotidiennement, tous les jours. Pas genre de temps en temps, c'était tous les jours. Donc, il y a eu des révoltes qui sont parties de Lyon, plus précisément en 1979. Il y a eu les premières émeutes. Les premières révoltes en France, elles ont eu lieu à Lyon. Ensuite, on sait ce qu'il y a eu durant ces 40 dernières années. Il y a eu plus de 500 morts. Et encore, 500, c'est gentil. Que des Noirs et des Arabes, principalement 80%. Le reste, c'est des minorités. Il y a eu des Blancs aussi, malheureusement, qui se sont fait tuer par des policiers et tout. Mais de 80 à aujourd'hui, il y a eu plus de 500 victimes. Voilà. On va pouvoir parler de tout ça, de la manière dont ils ont traité ces quartiers-là, la manière dont ils ont voulu, ils ont traité ces quartiers-là, et surtout le silence. Et là, je pense que ça va être une vraie discussion, parce que beaucoup ont été étonnés, beaucoup ont été étonnés de voir la police frapper des gilets jaunes. Nous, ça fait 50 ans qu'on nous fait ça.
beaucoup ont été étonnés de comment la police fonctionnait. Il faut savoir qu'elle fonctionne comme ça depuis, sans parler des siècles en avant, parce que l'histoire de la police française, elle est vraiment, vraiment tachée de sang. Et pas que ces 50 dernières années, mais on va parler de ce qui nous concerne et de ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens, ils ont été étonnés de la manière dont les policiers mentaient, dont les policiers fabriquaient des preuves. Ils ont été étonnés. La France, elle a été étonnée. Nous, on n'a pas été étonnés, en fait. Et c'est pour ça, cette fameuse question de pourquoi les quartiers populaires n'ont pas investi les gilets jaunes dans les premières semaines, on en avait toute la légitimité, en fait. On en avait vraiment toute la légitimité. Et le problème de la police, il est tel, aujourd'hui, que nous, on demande, ce qu'on demande, nous en tout cas, dans les quartiers, les habitants des quartiers, c'est une réforme totale. Et de la police française, et on n'accepte plus, parce que ça c'est un problème politique, c'est pas qu'un problème de violence, c'est comme l'éducation nationale, on a vu à un moment donné que, ici à Saint-Denis, puisqu'on y est, on va parler de Saint-Denis, que tous les instituteurs et les professeurs, c'était les plus mal notés de France. Et bien nous, dans nos quartiers, on a les policiers les plus mal notés de France. Est-ce que c'est normal? Voilà, je vais arrêter là, et puis je pense qu'après on pourra discuter plus profondément du problème. Bonjour à tous. Je vais rajouter un truc sur ce que tu as dit. C'est déjà ça aussi la marche des beurs. À l'époque, je crois des années 80, 83. Je te pose la question, est-ce que c'est dû à ça? Ouais, ça découle, la marche de l'égalité, ça découle des premières émeutes, des premières révoltes qui ont eu lieu à Lyon. Ouais. Voilà. Okay. Donc moi je m'appelle Fix, donc je suis un artiste issu des Ulysses dans le 91. J'ai connu Samir il y a une vingtaine d'années, suite à quand il militait donc au MIB. Donc c'est parti d'une histoire en fait où il y a eu un contrôle d'identité qui s'est très mal passé pour mes frères, moi-même et des amis sur Châtelet-Les Halles. C'était une humiliation, hein, tout simplement, c'était une humiliation devant tout le monde à Châtelet, vous connaissez Châtelet-Les Halles, voilà. Et donc, pour moi, c'était l'humiliation de trop, parce que j'avais 18 ou 19 ans, mais moi, pareil, ça faisait déjà 7 ou 8 ans que j'avais affaire à la police. Parce que c'est pareil, il faut aussi savoir que nous, de par notre physique, à 10-12 ans, c'est vrai qu'on faisait déjà plus d'1m70, et on avait déjà face à nous la défiance des policiers de la BAC, ou d'autres choses, tu vois, à l'époque il y avait la BAC, la PSN, tout type de policiers qui en plus, la plupart du temps, on évoluait souvent en banlieue parisienne, mais je ne les ai pas vus beaucoup dans le centre-ville de Paris, pas mal de ces brigades-là. Donc voilà, moi mon premier contrôle c'était à 12 ans, c'est un policier qui est venu, qui m'a tutoyé, qui m'a frappé et qui m'a dit « t'as volé un sac à une dame ». Je lui ai dit « non, je ne suis pas passé par là, je ne sais pas de quoi vous parlez ». Je me suis fait frapper. Moi, j'avais 12 ans, j'avais encore un peu de respect pour la police et presque j'en avais peur. Donc j'ai rien fait. Mon copain qui était à côté de moi, il a dit « c'est une injustice, c'est pas normal ». Il a voulu se battre avec la police. Eux, ils avaient déjà 25 ans, nous on avait 12 piges, on s'est fait frapper et tout. Et ce jour-là, en fait, j'ai compris que, voilà, que ça allait être long. Que ça allait être très long. Après, vers 26-27 ans, quand j'ai vraiment commencé à construire ma vie, je me suis rendu compte que j'ai passé 14 ans ou 15 ans à me sentir concerné dès que je voyais la police à n'importe quel endroit. Pour X ou Y raison. Mais le pire dans toute cette histoire, c'est que moi, j'ai pas de condamnation avec... Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui apparaît sur aucun livre, on va dire, judiciaire. Il n'y a pas eu de plainte, moi j'ai jamais porté plainte contre eux, et eux, il n'y a jamais vraiment eu de plainte contre moi. Les seuls écrits sont dans mon cœur, ils sont dans mon cerveau. C'est des choses que moi que je ne vais pas effacer de ma mémoire comme ça. Pour eux, je pense que j'étais un or parmi tant d'autres, donc j'étais pas le premier à être violenté par eux, j'étais pas le dernier. C'est juste un détail. Pour moi, juste j'avais 12 ans, ça m'a marqué. Mais après, ça m'a pas marqué parce que ça a été comme ça pendant 15 ans. Pendant 15 ans, il a fallu qu'on justifie chacun de nos déplacements. On montait à Châtelet, qu'est-ce que tu viens faire là, contrôle d'identité? On allait voir une copine dans une commune un peu plus bourgeoise, pour peu qu'on avait des copines dans ces coins-là ou des potes.
allez, qu'est-ce que tu es venu faire dans ce coin-là et tout ça. Donc nous, on a toujours eu un rapport particulier avec les forces de l'ordre. Et pour rejoindre ce que dit Samir, donc moi, tout ce qui concernait les gilets jaunes, ou même à l'époque, les violences sur la loi travail, ou nuit debout et tout ça, moi, ça me faisait un peu doucement rire, quoi. Moi, je souhaite la violence pour personne, mais je veux juste qu'on comprenne ce que nous, on a pu subir. On n'est pas dans la victimisation, ça m'a pas empêché de vivre, ça m'a pas empêché d'avancer, mais je veux juste que les gens soient au courant. En plus de ça, nous, on est proche de nos jeunes, de par le vécu ce que vivent actuellement nos jeunes dans les quartiers avec la police. On est proche de nos jeunes parce qu'on a vécu les mêmes choses qu'eux. Mais en plus, aujourd'hui, en tant que père de famille, tout ça, on connaît les pièges à éviter pour ces jeunes-là. Et nous, on a affaire à nos jeunes dans nos quartiers quand ils ont des problèmes de violence policière et des problèmes de violence entre quartiers. Donc la violence, c'est quelque chose qu'on a toujours... on a grandi avec, on a vécu avec, on l'absorbe. Certains la recrachent avec violence, certains la recrachent comme Samir, moi-même ou Djigui, par l'artistique, des films, des musiques, des choses qui nous ont permis de... Voilà, on va dire de faire le deuil, on va dire de s'organiser, de faire le deuil. On n'est pas là pour pleurer, on est là pour dire que voilà, on a vécu un traitement qui est différent. Moi j'aurais voulu en parler au passé, malheureusement je vois que mes petits frères ils vivent la même chose. On ne dit pas que nos petits frères c'est des anges, on dit simplement que la place d'un délinquant au mieux c'est en prison, mais c'est pas à la mort. Voilà. Donc si tant est que ce soit un vrai délinquant, parce qu'on va aussi parler, par exemple Malikou Sekim qui est mort, c'était pas un voyou, voilà, il s'est fait tabasser, il est mort dans un immeuble. Des exemples, on peut en donner beaucoup. On a des frères qui sont dans le banditisme ou dans les choses de voyoucratie. Leur place c'est en prison, c'est pas à la mort. Voilà. Si je peux juste réagir là-dessus, enfin, moi je suis éduque à la justice des mineurs et nous on parle d'actes de délinquance parce que en fait la délinquance c'est un symptôme qui s'explique aussi. Oui, et du coup on ne va pas définir l'être comme un délinquant. En tout cas moi c'est pas la position de l'autre. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que politiquement c'est encore plus compliqué. Comme l'a dit Samir, il y a un rapport aussi avec la colonisation et la décolonisation. Oui, c'est pour ça. Et malheureusement on fait trop... Il y a trop de conséquences après. Voilà, il y a des conséquences, mais le problème c'est que ce que nous on va appeler notre vécu, pour certains c'est de la pleurniche. Et donc tu dois déconstruire déjà, face au regard de l'autre, le fait que je suis pas en train de pleurer, je m'en fous en fait. Je suis juste en train de te raconter comment ça se passe. Voilà. Mais pour des gens, ah oui, c'est toujours les mêmes. Tu connais cette phrase. Ça arrive quand même. Oui, mais parce que certaines personnes sont confrontées à certaines réalités. En France, il y a une injustice sociale. Que le pouvoir est tenu par les mêmes. Donc voilà, exactement. Il y a une injustice sociale, et ça, pour le coup, nos amis normands, portugais, bosniaques, ils ont vécu la même chose. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais après, il y a aussi un problème que la France ne veut jamais affronter, c'est le problème racial. Voilà. Et à partir du moment où on met le mot race en France, c'est ah non, j'ai un ami qui est noir, ça on s'en fout en fait. Pleurer, voilà. En fait, voilà. Si on ne traite pas le problème à la racine, on va rien régler. On va être dans l'utopie, on va être dans le colorblind, on est tous les mêmes et tout. C'est une réalité dans les faits, mais c'est pas forcément une réalité. C'est peut-être une réalité dans les papiers. Socialement, c'est pas. Voilà, c'est pas une réalité du terrain. Et à partir du moment où nos écoles, elles sont traitées d'une autre manière, où la justice, elle nous traite d'une autre manière, on le voit avec l'affaire Adama, on le voit avec l'affaire Lamine Dieng, on le voit avec l'affaire Théo. L'affaire Théo, quand même. Où on arrive à nous expliquer que... Enfin bref, tu vois, on a justifié plein de choses concernant les forces de l'ordre. Nous, on dit juste une chose. Aujourd'hui, par les films, par la musique, par le terrain, nous, on s'opposera toujours aux violences policières. On n'a jamais appelé à tuer à la police. On n'a jamais appelé à la violence contre la police. S'il y a eu une violence contre la police, de notre part, elle a toujours été une réponse. On a rarement attaqué la police. Moi, je vais vous dire quelque chose pour finir. Le jour où, pour les plus jeunes, pour les plus anciens, peut-être ça va vous parler. Moi, le jour où ma mère m'a fait prendre conscience que maintenant, quand tu vois la police, tu lèves les mains avant qu'il se passe quelque chose, c'est le jour où Makomé il est mort. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire de Makomé, c'était un jeune... je suis originaire du Zaïre, donc ça m'a touché particulièrement. C'est-à-dire que lui, il est mort. Samir, t'étais un ancien, tu connais encore mieux l'histoire. Et à partir du jour-là, le jour où Makomé il est mort, ça a touché tous les quartiers, et notamment la communauté congolaise, donc zaïroise à l'époque. Et ma mère nous disait toujours à moi et mes frères, quand vous voyez la police, vous mettez les mains en l'air. Vous devez leur montrer que vous n'avez rien fait et que vous comptez rien faire. Makomé il est mort, c'était en 93, si je ne dis pas de bêtises, j'avais 14 ans. 2 ans avant, je subis un contrôle de police injuste. 2 ans après, Makomé est mort, il meurt, paix à son âme, dans ces conditions-là. Donc imagine comment tu vas te construire dans ta vie. Quand très tôt, tu es encore un collégien, on te dit, fais attention, les forces de l'ordre, les gardiens de la paix,
les représentants de l'autorité vont défendre une certaine justice, vont défendre des habitants, mais c'est peut-être pas toi dont on parle. Donc après, il faut construire. Et encore une fois, on a avancé, hein. On n'est pas malheureux, on a fait nos vies. Macomet, il est mort quand même dans un commissariat. Il était menotté comme ça. Et Pascal Bonpan, parce que c'est bien de donner les noms, parce que les gens ils aiment bien donner nos noms dans les journaux. Donc il s'appelait Pascal Bonpan et qui a tué Macomet d'une balle dans la tête, alors que Macomet il était dans le commissariat du 19e, attaché. 18e. Du 18e. Mais pour revenir juste statistiquement, faut juste, quand on parle de délinquance, quand on parle des morts dans nos quartiers tués par la police, il n'y a aucun bandit qui s'est fait tuer. Il faut arrêter avec ça. Ouais, c'est ça. C'est des jeunes de quartier. C'est des jeunes de quartier qui se font tuer et qui ne sont pas dans le grand banditisme. Moi, il y a 2 jours, j'ai regardé une vidéo d'un mec qui braquait à Paris. Il a pris un 4x4. La police, elle a mis un barrage devant. Elle a mis une voiture de police. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Elle a mis... Il y avait des policiers devant. Vous savez ce qu'ils ont fait, les policiers? À aucun moment, ils ont utilisé leur arme. Pourtant, le mec, il leur a rentré dedans. Combien de jeunes de quartier qui n'étaient pas armés, qui se faisaient contrôler, qui allaient manger une crêpe, parce que c'est souvent ça, hein. C'est souvent des jeunes qui d'un point X vont à un point je sais pas quoi, entre-temps ils rencontrent des policiers, et entre-temps c'est la mort. Donc il faut bien faire la part des choses, ou la mutilation. Il n'y a pas, c'est-à-dire dans le grand banditisme, quelqu'un qui se fait tuer dans le grand banditisme, il choisit sa route. Il a choisi de vivre comme ça. On ne va pas aller le défendre. Même si on sait pourquoi il en est arrivé là. C'est défendable, il n'y a pas de problème. Nous, on défend tout le monde dans les quartiers. Mais pourquoi autant de jeunes qui sont morts? Et surtout des enfants. Ce qu'on ne parle pas, c'est qu'il y a des enfants qui sont morts. Moi, dans mon quartier, pourquoi je suis devenu militant, on a abattu un jeune de 16 ans d'une balle dans la tête. Parce que pourquoi? La raison, elle va vous paraître surnaturelle. Il a pris la voiture de sa mère à 23 h pour aller voir sa copine. Le seul délit qu'il a commis, c'est de ne pas avoir permis de conduire. Il a terminé avec une balle dans la tête. C'est de ça qu'on parle. Donc on ne peut pas parler de bavure. Tu vois, pour revenir à ta question, nous le mot bavure... Juste rapidement, moi, je m'appelle Omo Wale, je suis éducateur, écrivain. Et moi, le mot bavure, ça me pose un problème. Gros problème même. Une bavure, c'est t'as pas fait exprès. Voilà, t'as mis un peu trop d'eau dans la casserole, boum, ça a dégouliné, ça a remonté, boum, t'es un peu brûlé, t'as pas fait exprès. Mais lorsque la chose, t'as répété ça 50 fois, c'est plus de la bavure, il y a une intention, il y a une volonté. C'est une volonté politique en fait. C'est une volonté politique par exemple, de protéger ces policiers-là et d'en faire des héros. C'est une volonté politique. Par exemple, regardez, on a le frère de Mamad Gueye. Il s'est fait tuer d'une balle dans la tête, son frère. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des copains à lui, ils sont arrivés, tu me dis si je me trompe, hein. Tu me dis, des copains à son frère sont venus, est-ce que tu peux nous emmener à tel endroit? Bien sûr, viens. C'est ça le quartier. Parce qu'on est solidaires entre nous. Quelqu'un qui est dans la mer, qu'on doit déposer à l'autre bout du monde, on va le déposer. Donc il prend sa voiture. Il emmène ses potes à tel endroit. Ça se termine par 8 balles. Ça se termine par des flics qui tirent 8 fois sur la voiture. À Épinay sur Seine. À Épinay, dont une qui atteint la tête de son frère. Et qu'est-ce qu'on va nous dire? Parce que l'histoire de son frère, c'est l'histoire de tous les jeunes des quartiers qui se sont fait tuer. Le lendemain, qu'est-ce qu'on va nous dire? C'est un voyou. C'est un voyou, nanani, ils allaient chercher une voiture volée. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Son frère, il a déposé quelqu'un qui allait chercher une voiture volée. Et alors? Et alors? Il est où le problème? Et alors? Dans un quartier, depuis qu'on est petit, on est confronté à cette violence. On est confronté non seulement à la violence des policiers, mais on est confronté aussi à la violence institutionnelle de tous les jours. Par exemple, où on va à l'école, c'est important. La manière dont ils nous éduquent, c'est important. Par exemple, il y a un truc, et je passe pas du coq à l'âne parce que c'est les raisons pour lesquelles ces jeunes-là, ils se font tuer aujourd'hui. Aujourd'hui, dans nos écoles,
Et principalement dans les quartiers populaires, il y a 150 000 jeunes parents qui quittent l'école, qui sont en échec scolaire. Pourquoi? Moi, je veux juste savoir pourquoi. En contrepartie, on nous explique à nous, pères de famille, ce qu'il a dit, pères de famille, parce qu'on n'est plus des branleurs, on n'est plus des enfants. Hein. On nous dit, non mais vous inquiétez pas, on va régler ça. Comment? En vous envoyant plus de police, en nous parlant de délinquance. Nous, on parle d'école, on parle d'éducation, on parle de crèche, on parle de comment améliorer le quotidien des habitants du quartier tous les jours. On nous dit, on va vous envoyer la police. Par la force, quoi. Oh, c'est quoi ce délire? Je crois qu'il y a une question là-bas. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne en fait. Vas-y. C'est pas forcément une question. Après, je suis désolée, moi je parle de violence policière, je ne vais pas trop confirmer les films. Je pense que enfin, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, les femmes, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un problème de lecture des violences policières en mode. J'ai l'impression qu'en France hexagonale, c'est comme si un peu, il n'y a que dans les quartiers qu'il y a ce genre de violences policières. Et j'arrive pas trop à comprendre parce que j'ai milité pendant des années dans un collectif contre la violence policière. Et en fait, dans les colonies françaises, c'est pareil. Et je comprends pas trop pourquoi il y a je sais pas. Moi, ça me pose question. Depuis tout à l'heure, je vous entends, à chaque fois, vous spécifiez genre jeunes de quartier, etc. Et je pense qu'en France hexagonale, c'est vraiment beaucoup dans les quartiers, effectivement. Mais si on comprend, on voit ce que c'est que la France au niveau impérialiste, colonisation et tout, c'est pas que la France hexagonale qui compte. Et je pense que quand on voit les répressions qui se passent même dans les pays d'Afrique subsaharienne, les pays d'Afrique de l'Ouest, dans la Caraïbe, etc., je pense que des fois peut-être qu'on gagnerait à parler juste de la condition des Africains en fait, en France en fait. Et en France, que tu veux dire. Après, je parle pas pour toi spécifiquement, je parle juste en général quand on parle de violence policière en France. Parce que par exemple, moi je suis une Martiniquaise mais j'ai grandi en Guadeloupe. Et dans ces deux colonies françaises-là, il y a des violences policières de ouf et on ne sait même pas qui est tué, juste les corps disparaissent, les familles, il n'y a pas d'anti-répression organisée là-bas, des trucs comme ça. Nous là-bas, on n'a même pas la perspective de justice, enfin, c'est même pas envisageable qu'une famille aille en justice contre. C'est trop loin quoi. Du coup, je trouve qu'on gagnerait à peut-être parler des violences policières, mais autrement, quoi. Enfin vraiment. C'est-à-dire, si tu peux. Ce que moi je trouve, après moi je suis pas africaine donc c'est aussi peut-être ma vision, mais pour moi c'est les violences policières des Africains en fait. Et effectivement il y a peut-être des ségrégations spatiales qui font que dans les quartiers riches, les nôtres qui ont eu accès à ces endroits-là vont pas peut-être se faire autant contrôler et tout, et encore je sais pas, parce qu'il n'y a aucune statistique, il n'y a rien, on sait pas du tout ce qui se passe dans ces quartiers-là, mais je pense que peut-être que des fois on pourrait juste dire ce que nous on vit, enfin ce que vivent surtout les frères qui sont africains en fait, partout, genre pas que dans les quartiers, parce que par exemple moi j'ai beaucoup de militants, je connais beaucoup de Caribéens, de Martiniquais, Guadeloupéens et tout qui vivent des violences policières, mais ils se retrouvent pas juste dans les discours qu'il y a en fait, parce que il y a cette manière de penser que c'est juste le quartier, etc., alors que il y a des trucs qui se passent dans les colonies françaises. Je ne sais pas si tu connais, mais pour répondre à ton interrogation, en tout cas, la brigade anti-négrophobie en France le fait. Elle a très clairement, je ne sais pas si tu connais ce collectif, du coup, mais très clairement, c'est leur discours. C'est que au-delà des violences policières, c'est une déclinaison en plus de tout ce que les Noirs vivent en France et en Afrique et dans les Caraïbes. Donc en tout cas, ce collectif-là fait le travail. Non, je ne dis pas que... C'est juste pour te... Je pense pas qu'il faut qu'un collectif le fasse. Je pense que nous-mêmes, on doit se rendre compte qu'en fait, c'est partout où il y a la colonisation, c'est qu'on crée des ponts après. Voilà, et je pense qu'on gagnerait dans les violences policières à avoir déjà plus de gens qui ont migré des colonies en fait, que ce soit On peut comprendre tout ce que tu dis, mais le problème c'est les pays dont tu cites, ils ont été colonisés. C'est-à-dire quand tu regardes le Congo, quand tu regardes l'Algérie, quand tu regardes l'Afrique d'abord, l'Afrique en règle générale, elle a été colonisée. Par exemple, les policiers algériens, ce qu'il faut à la population algérienne, c'est les Français qui l'auront appris. Au Congo, c'est les Belges qui l'auront appris. Une partie des Indes, c'est les Anglais qui l'auront appris. C'est-à-dire que je comprends ce que tu dis, attention, tu as tout à fait raison. Moi, par exemple, je suis pas pour, mais aujourd'hui, en France, c'est les quartiers qui sont touchés par ces violences-là. Mais pour répondre à ta question, c'est que ces pays-là, ils ont été colonisés. Ils ont été formés, ils ont été formés, la police congolaise, elle a été formée par les Belges, la police algérienne aujourd'hui a reproduit
a reproduit ce que l'armée française et la police française a fait en Algérie durant la bataille d'Alger. Je suis désolée, je suis juste pas d'accord avec ce que tu dis dans le sens où quand on étudie le fonctionnement, la structure de la police, la majorité des policiers qui sont en fonction dans une police française viennent de France en fait. Il n'y a pas beaucoup de policiers qui vont par exemple être guadeloupéens qui vont travailler. Là, excuse-moi, je me suis mal exprimé peut-être. Ce que je veux dire, c'est que en fait, le pouvoir colonial est tellement étendu que même la police, ça va être des blancs, des babsous qui vont faire la police chez nous. Ah, mais moi, pour moi, ce que tu dis, c'est juste, mais après, c'est juste une question peut-être de confiscation de la parole. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas venir et raconter comment ça se passe au Lamentin, ou à Boissard, ou à Bergevin, tu vois. Exactement. Mais je me permettrai pas, tu vois, je me permettrai pas. Moi, j'ai grandi dans le 9-1, il y a nos difficultés, mais qui sont en réalité avec ce que c'est d'avoir grandi dans le 9-1, tu vois. Déjà, je pourrais pas raconter ce que c'est d'avoir grandi à Saint-Denis. Moi, j'ai grandi dans une cité cloisonnée, à l'écart de tout. Tu vois, 9-1, nous, c'était nos ennemis, c'était les autres chécards, plus que la police. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas aller au Val-Fouré, c'était la police, totalement, pour ceux qui connaissent les histoires de ce qui s'est passé là-bas en 1991. Donc moi, c'est juste pour pas... et ça, c'est un truc que je ne supporte pas qu'on fasse. Du coup, je peux pas venir et dire, voilà, moi, vous savez, j'ai des amis... parce que j'ai beaucoup de frères qui sont aux Antilles, avec qui on milite, et justement, qui essayent de mettre ces questions-là sur la table. Mais je peux pas arriver et dire, voilà, tu vois ce que je veux dire? J'ai un pote au Lamentin, la vie de ma mère, attendez, je vous raconte, je sais parce que j'y ai vécu. C'est quelque chose que je déteste. Comme les gens qui me disent, non mais je connais l'Afrique, j'étais au Kenya l'année dernière. Non, c'est vraiment, pour moi, c'est juste ça. Je pense que chacun a son vécu et on essaie de criminaliser personne, on essaie de se venger contre personne. C'est-à-dire que même dans la salle, il y a des gens qui sont blancs, qui soient arabes, quoi que ce soit, eux aussi ils ont leur réalité. En vrai, on a chacun notre réalité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu commences à avoir des connexions avec le milieu rural en France. Et moi, j'ai des cousins qui vivent dans des vraies campagnes, qui sont métis ou noirs. Et putain, moi je me dis, mais je préfère avoir grandi dans ma tour avec 50 étages que d'avoir grandi tout seul, tu vois, à Saint-Just-en-Chaussée. Tu vois, la vérité, je vous dis ça, c'est parce que j'ai vraiment un neveu qui vit là-bas et on a échangé. Et au rapport, je préfère avoir grandi dans mon quartier, en mode quartier, les bécanes, les barbecues à l'arrache et tout, que d'avoir été le seul noir du village. Tu vois. Donc c'est juste, moi je pense que c'est juste par humilité que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, mais que personne ne parle pour les autres. Mais maintenant que les violences policières ne touchent pas que les gens des quartiers, parce qu'aujourd'hui il y a les gilets jaunes, Bien sûr. donc elles touchent des gens du milieu rural. En plus, on est dans une espèce d'hypocrisie où, majoritairement, dans les gilets jaunes, c'est des Français, des Blancs. Ouais. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, ces violences policières vont être reconnues? Parce que maintenant qu'elles touchent une autre partie de la population. C'est une question que je pose. Juste pour dire une chose, pour moi, la vraie différence qu'il y a entre... Bon, maintenant, avec les gilets jaunes, on a l'impression que ça s'est généralisé. Moi, je dis juste une chose. Il y en a ici qui se font tabasser pour ce qu'ils font, et d'autres qui se font tabasser pour ceux qu'ils sont. C'est pas la même chose. Quand je me fais tabasser en bas de mon immeuble parce que je fais un foot et que la voisine elle a dit ouais il y a les noirs qui jouent au foot et que la police elle vient et qu'elle contrôle personne, qu'elle nous frappe, c'est pas la même chose que quand je prends mes baskets, mes chaussettes, machin, je vais à une manifestation revendiquer quelque chose. C'est pas du tout la même chose. Se faire défoncer, détester pour ce que tu es, il n'y a rien de pire, frère. Parce que ça, c'est quelque chose qui est en nous, qui est ancré en nous. Après, il y a ceux qui préfèrent se délester de ça et dire ah non, mais moi, je veux ressembler aux autres pour ne pas avoir de violence. Et puis, il y a ceux qui disent non, moi, je vais rester moi-même et combattre et avancer comme ça. Et donc, pour moi, c'est ça. Il y a ceux qui se font frapper pour ce qu'ils font et ceux qui se font frapper pour ce qu'ils sont. Et c'est pas vraiment la même chose. Après, devant les médias, ça peut être la même chose. Et maintenant, je commence à même entendre un discours de certains gilets jaunes sur Internet. Heureusement, ils sont pas majoritaires. Où les mecs, au bout de 6 mois de bagarre avec la police, maintenant, ça y est, ils commencent à dire ouais, on vous voit pas les quartiers. Tu nous vois pas, frère. Il y a une autre stratégie aussi dans les gilets jaunes. Il y a un autre truc. Depuis les années 90, le mouvement social, c'est les blancs centrés sur eux-mêmes, qui croient que c'est eux qui vont révolutionner la planète. Ouais. Alors que c'est juste des gens qui sont là parce qu'en fait, nous, on est exploités et juste ils comprennent pas. Mais pour revenir à ta question des gilets jaunes, il y a une autre question qui est intéressante. Et celle-là, tout le monde l'a passé en dessous de table. C'est que les gens qui formaient la tête de cortège, moi je suis pour, personnellement je le dis, il n'y a pas de problème. Je suis pour former des têtes de cortège. La violence c'est utile, sur quelques heures, c'est un rapport de force. Quand tu décides de te confronter à la police parce que tu ne veux pas la police te laisser faire n'importe quoi, n'importe comment, c'est pas eux de décider. Bon,
Moi, je suis d'accord. Mais le truc qui a été impressionnant, mais alors j'ai eu des fous rires. J'ai vu des gilets jaunes. J'ai vu, enfin, excusez-moi, c'est un peu de la provocation. J'ai vu des blancs se lever, applaudir. Pourquoi ils ne l'ont pas fait quand c'était nous? Pourquoi ils ne l'ont pas fait quand pendant 50 ans, les jeunes des quartiers, nos parents, ils se sont organisés? Pourquoi ils ne l'ont pas fait quand nous, on s'est rebellés, quand nous, on a organisé nos propres révoltes dans nos quartiers? Ces gens-là, ils nous ont traités de voyous. Ces gens-là, ils nous ont traités de délinquants. Alors qu'est-ce qu'on demandait? C'est quoi qu'on demandait? Les habitants des quartiers demandaient quoi? L'égalité de traitement. On ne vous demande rien. L'égalité de traitement. Parler d'égal à égal. C'est de ça qu'on parle. Moi, ça m'a fait, mais alors comme il dit Olivier, j'ai attrapé des fous rires. De voir la population applaudir des gilets jaunes. Et moi, je vous répète, je suis pour. Moi, personnellement, je suis pour se confronter à la police à des moments donnés. C'est utile. Mais le plus utile, c'est ce que tu vas faire après politiquement. Mais ça m'a bien fait rigoler de voir des gens applaudir des jeunes jeter des pierres. C'est quand même extraordinaire quand pendant 50 ans, des jeunes des quartiers se sont organisés pour, on va dire politiquement, et on nous a traités de délinquants, alors qu'on faisait exactement la même chose que ce que font les gilets jaunes depuis novembre. Est-ce que c'est pas la faute à la société d'avoir cloisonné les gens? C'est-à-dire de ne pas avoir mélangé les populations entre elles. Ce qui fait que non mais regarde, ce qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui comme avant, il y a des populations qui ne se sentent pas concernées par les combats des autres parce que on a ghettoisé tout le monde en fait. C'est-à-dire que même un riche, il est ghettoisé. Parce que la société... à ta question, c'est celle-là. Par exemple, quand tu dis un gilet jaune ou à quelqu'un lambda, tu lui dis ouais, nous on a un jeune dans un quartier qui s'est fait tuer d'une balle. Le premier réflexe de la personne qui est en face, ouais, mais pourquoi il a fait des bêtises? Non, c'est pire. Pourquoi il a fait des bêtises? Oui, mais regarde, c'est pas une aliénation ça. C'est pire qu'une aliénation. Parce que tu as vu, on a aliéné les gens à croire que... Je en veux bien sûr à la personne qui va penser comme ça. Mais malheureusement, on revient à la politique. C'est une volonté politique. Oui. C'est une volonté politique d'avoir criminalisé ces quartiers pendant 40 ans. C'est une volonté politique de nous avoir fait passer pour des sauvages. Pour nous avoir fait passer pour des gens qui ne savaient pas qu'en fait on était en train de faire de la politique, on était en train de s'organiser dans nos quartiers pour améliorer le quotidien de tout le monde. C'est même pas pour améliorer le quotidien d'un noir ou d'un arabe. On parle du quartier, améliorer le quotidien du quartier. Parce qu'on sait qu'on a programmé les gens à en sous-estimer d'autres. Ouais, moi je pense c'est une programmation dans le cerveau des gens, c'est-à-dire on programme des gens à sous-estimer d'autres. Ouais, c'est moi, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire quelque chose par rapport à ça. Mais aussi, la société a fait en sorte qu'on soit tous dans le même quartier, avec la poste, le Franprix, tu vois, les bâtiments, on est collés entre nous, on voit pas autre chose, on va dire, entre guillemets, on se dépayse pas, et ça a créé tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 20, 30 ans, 40 ans, tu vois. Dans tous les quartiers, par exemple, Sani, il y a 14 cités, ça, non 14 quartiers, et c'est les mêmes. Tu vas à Dourdin, il y a le Franprix, il y a la banque, mais c'est avec il y a la maison de la jeunesse locale. Ouais, voilà, il y a la poste aussi. Voilà, c'est la poste, voilà. Il y a la poste. Tu vas à la Saucée, c'est pareil. C'est 3 quartiers en un quartier. C'est un truc de fou. Tous les quartiers, c'est comme ça. Mais regarde, quand tu fais un parallèle avec d'autres milieux, dans les autres milieux, il y a l'église. Il y a le boulanger, il y a le village. Exactement. Et en fait, on a configuré tout le monde dans des... Et tout le monde se retrouve là-bas, tu vois. Mais sans mélanger personne. Voilà. C'est exactement ça. Donc, là, la base. Je me nomme Abad Boumsan, je suis poète et auteur. En fait, par rapport à ce débat, moi, je le trouve très intéressant, mais pour moi, je pense que les choses ne changeront pas. Pour plusieurs raisons. Première raison, ce n'est pas dans leur intérêt. Je ne vois pas pourquoi ils s'arrêteraient. Deuxième raison, tant que les choses ne changent pas en Afrique pour les pays concernés, du sud et du nord, ça ne changera pas ici. C'est-à-dire que comment vous voulez que
je vous traite dignement chez moi, si chez vous, je fais ce que je veux. Bien sûr. Pour moi, c'est clair. Donc, il n'y a même pas... C'est logique. Troisième raison. Les Noirs en Amérique ont des Noirs milliardaires, des Noirs superstars dans le monde entier. Voilà. Et malgré ça, la police les tue comme des chiens. Donc, nous aussi, vous espérez quoi? Alors qu'on n'a même pas fait le 1/10 de ce qu'ils ont fait en Amérique. Donc, complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, dans mon film court-métrage, un des personnages principaux, je le montre avec un collier de l'Afrique, en fait. C'est-à-dire que les jeunes qui sont tués ici, il y a un passif derrière, ça remonte à loin, en fait. Moi, je vais complètement d'accord avec toi. Je vais me présenter, je m'appelle Djili Diarra, j'ai 27 ans. Très rapidement, excusez-moi, parce que très rapidement, parce que les aînés, ils ont tout dit, j'ai rien à rajouter, sauf que c'est compliqué, mais il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire qu'il faut lutter, il faut voir aussi... mais ici et là-bas. Entre-temps, on va pas les laisser nous tuer. Enfin voilà. Non, il faut continuer. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec d'autres, avec mon court-métrage. Malgré eux, voilà, j'ai eu la chance d'avoir été pris à Cannes cette année avec le grand frère Nadjili. Et très fier d'emmener ce débat des violences policières jusque là-bas. Maintenant, après, c'est quoi la suite? Quelle est la suite? C'est bien beau la hype, tout ça. Justement, là, il y a une recrudescence de gens des quartiers à Cannes. Pourquoi ils nous laissent faire des films sur les violences policières? C'est quoi? C'est pour le business? C'est pour... Moi, pour ma part. Moi, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Pourquoi ils nous laissent faire? Très bonne question. Moi, pour ma part, ils ne m'ont pas laissé faire ce film. Moi, ce film, j'ai lutté comme un fou furieux pour le faire. C'est-à-dire que à partir du moment où elle a germé dans ma tête cette idée, j'ai dit à mon producteur, ouais, je vais faire un film là-dessus. Ça commençait déjà à grincer des dents. C'est un sujet très rebutant. Pourquoi? Parce qu'il y avait un angle particulier. Moi, je ne voulais pas lisser, je ne voulais pas édulcorer, ni rendre politiquement correct la chose. Je voulais vraiment montrer comment ça se passe dans les quartiers, un contrôle, comment ça se passe, le tutoiement qui est de rigueur, les mamans qui assistent à ça, les grandes sœurs qui assistent à tout ça. Bref, ils laissent faire certains films parce que l'angle, c'est selon leur prisme à eux, en fait, donc ça passe. Mais si c'est un peu plus réel, tout simplement, moi j'ai voulu faire un film plus réaliste. Ah là, je peux dire radio au CNC, je peux dire radio tu dénonces en fait. Voilà, je peux dire radio aux régions, Île-de-France, PACA, etc. Je veux devoir me tirer de la ceinture. Voilà, et moi, comment je me suis débrouillé, j'ai fait un appel à financement participatif, j'ai demandé aux gens. J'ai réussi à aller jusqu'au bout de la cagnotte. Et il y a une productrice, parce que bon, il y a des gens aussi, c'est comme les policiers, on ne va pas tous dire qu'ils sont ripoux, etc. Il y a des producteurs et productrices aussi qui font leur métier par passion et qui ont envie de raconter des histoires. Et ce genre d'histoire aussi, même si c'est pas très féerique. Il sera projeté. Il sera projeté après. Il sera projeté. Et cette productrice, j'avais gagné un prix dans un de ces festivals. Mon premier prix en festival, c'était avec elle. Je lui ai envoyé mon histoire, je me suis dit, peut-être ça va lui parler. Elle a décidé aussi d'être sur le projet. Ce qui fait qu'on a été dans de bonnes conditions pour faire ce film. Et ça a été très dur, hein. Ça a été le parcours du combattant. Je ne me plains pas, c'est juste pour dire qu'il y a certains films, c'est pas parce qu'il y a des films qui sont faits sur la banlieue et qui ont des prix partout, etc., que ça va changer les choses. Il faut voir aussi comment c'est fait, il faut voir aussi quel est le message et si ça leur convient en fait. Voilà. Pour répondre à ta question, c'est utile. C'est utile pour deux choses. C'est utile pour quand tu as une famille qui perd un enfant, et qui décide de se battre parce qu'elle a le droit, parce que son fils n'est pas un délinquant, parce qu'on n'a pas le droit de laisser dire à la télé c'est un délinquant qui est mort. Rétablir la vérité. La deuxième chose, on a pris exemple des États-Unis et tout, si les Black Panthers ne s'étaient pas levés, si on ne fait pas attention à nous, je veux dire, attention, je comprends ce que tu veux dire, mais je ne peux pas être d'accord, parce que je m'interdis de laisser des familles comme Gay toutes seules. On s'interdit de laisser les habitants des quartiers vivre de manière ces violences-là quotidiennes tous les jours. On se doit, par contre, là où on doit faire attention, c'est nos paroles. Par exemple, on n'est pas là pour dire
Il n'y a plus de Noirs et d'Arabes qui vont se faire tuer, je suis tout à fait d'accord avec toi. Demain, ils vont en tuer. C'est comment la question, c'est... Non, mais la question, c'est comment on s'organise face à leur degré de violence. Les Black Panthers, ils ont réussi à le faire. Par exemple, je vais prendre un exemple. On ne va pas aller aux États-Unis, on va aller en France. Combien il y a de Fonesson-Akotra à Saint-Denis? Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Non, mais pas le nom. Qui les a fait? Qui? Non, c'est nos parents, c'est les Maliens, les Sénégalais. Non mais le début, c'est un rapport de force. Nos parents, ils dormaient dans des bidonvilles, nos parents, ils dormaient dans des gares, nos parents, ils dormaient dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu as une partie de l'Afrique avec des Maghrébins qui se sont organisés sur un court terme et qui ont réussi à faire construire ces foyers Sonacotra. Nous, on doit arriver là pour ces violences policières. Par exemple, tu disais un truc super. Pourquoi il y a des milliardaires aux États-Unis? Pourquoi aujourd'hui les artistes de chez nous... Attends, tu vas me comprendre. Pourquoi les artistes de chez nous, par exemple, ils n'investissent pas sur un mec comme Olivier, comme lui, comme l'autre? Par exemple, aux États-Unis, je l'aime pas, Dr. Dre, il n'y a pas de problème. Snoop Dogg et tout, je les aime pas. C'est pas ça, c'est pas ma tasse de thé. Mais je suis désolé, ils mettent leur argent à disposition des quartiers. Ils mettent leur argent à disposition des gens qui souffrent. Ils mettent leur savoir, ils mettent ce qu'ils ont gagné, ils le mettent à disposition de leur communauté. Il faut qu'en France, on arrive là. C'est-à-dire, en France, t'as un mec, t'as Jamel Debbouze. Je prends l'exemple, des exemples concrets. T'as Jamel Debbouze. Pourquoi il parle pas? Pourquoi? Parce qu'il veut son chèque à la fin du mois. C'est ça. Nos artistes, ils sont pris par le système français. Aux États-Unis, bien sûr qu'ils tuent des Noirs. Et il y en aura toujours. Mais voilà, pas tous, mais il y a des artistes. Il y a des artistes comme celui qui s'est fait tuer. Et je pense que voilà, celui qui s'est fait tuer. Le lendemain. Comment il s'appelle? Voilà, c'est important. Non mais c'est important parce que c'est ce qui va arriver en France. Le lendemain, on nous a dit, ouais, il s'est fait tuer par le gang. Il s'est fait tuer par un gang adverse parce qu'il avait fait un featuring avec, tu me dis si je me trompe, avec un rappeur d'un autre gang. Alors que non, la vérité, c'est pas celle-là. La vérité, elle est qu'il avait fait du Tupac et du Notorious Big. Il avait compris que non. Il a réuni les gens. Il s'est fait. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas ces meurtriers. Si, on en a chopé un, mais en fait, c'est parce que apparemment c'était un snitch. Voilà. Mais c'est ça qu'il faut qu'on arrive en France. C'est-à-dire, par exemple, comment ça se fait? C'est pas parce qu'il est là. Moi, je vous. Non, mais ça, on fout. Non, mais c'est important. Il a parlé de la question de l'artiste. Non, mais c'est important. Donc, je répète. Ouais, des gens qui veulent parler aussi. Des gens qui veulent parler. Moi, je voudrais juste rajouter que si on parle déjà des fétiches et qu'on se dit qu'il ne faut pas combattre, et bien déjà, sans combat, avec le combat, il y a énormément de morts. Alors sans combat, qu'est-ce que ça serait? Non, je ne dis pas de ne pas combattre. Moi, je le fais moi, je le fais. Mais en écrivant dans voilà. Mais je disais simplement que je pense aussi que la réponse viendra de l'Afrique. Parce que pour moi, il y a une phrase qui est très claire. Mais pas seulement. Tant que le noir n'est pas respecté en Afrique, il ne sera nulle part dans le monde entier. Pour moi, c'est clair. Il ne sera nulle part dans le monde entier. Si tu n'es pas digne chez toi, où que tu es dans le monde, on va toujours te vilipender. Pour moi, c'est clair. Donc, après, oui, on va se battre. Mais je sais que, voilà, ce sera un combat qui va prendre 10 générations, 20 générations, tant qu'en Afrique. Ça ne change pas. Tiens, Turcan, tu parles. C'est vrai qu'en fait, on a l'impression toujours que l'ennemi en face, il est trop fort, quand on ne peut pas faire grand-chose. Mais en fait, les petites gouttes qu'on fait là, sur des films, des livres, des petites actions dans les quartiers, ça porte en fait les fruits. Dans le sens où nous, on a notre responsabilité. Dans les quartiers, quand on a des jeunes qui sont foutus, moi je me dis, mais où est-ce qu'on a fauté? Comment on n'a pas pu anticiper ça? Donc l'action, c'est pas uniquement aller dans les manifs ou mettre plein de choses sur Facebook pour dénoncer. L'action, en fait, c'est en bas de chez nous. Il faut aller voir ces jeunes-là, parler avec eux, leur apprendre leurs droits. Moi, dans mon quartier, je viens de Sarcelles. On a appris, par exemple, il y a des jeunes qui viennent nous voir qui disent que la police, des fois, elle vient, elle leur fait tout ce qu'elle veut parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Et donc, du coup, en fait, une action simple qu'on a montée, on a appelé plein de jeunes, on a ramené un avocat qui s'y connaît sur les questions, et d'autres personnes comme Samir, qui sont venus leur apprendre en fait leurs droits et ce que la police avait le droit ou pas de ne pas faire, et aussi leurs devoirs. Tout ça, c'est des trucs que ça porte ses fruits, parce que les jeunes, quand ils sont informés, la police, c'est qu'elle le sait,
croyez-moi, ils font beaucoup plus attention à nos jeunes. Ça, c'est une manière de les protéger. Et c'est les citoyens. C'est les citoyens. On a tous notre part de responsabilité. Moi, je n'attends pas derrière ni les politiques, ni les associations, ni les collectifs en général. Non, qu'est-ce que moi je suis capable d'apporter dans mon quartier? On va déjà réussir à sauver un jeune, c'est déjà énorme. Si chacun de nous on fait ça. Donc voilà, c'est des petites actions. On n'a pas le fort pouvoir peut-être de faire de grandes actions, mais ces petites actions-là, c'est goutte par goutte, en fait, on fait un océan. Et c'est ça qu'il faut développer dans les quartiers. C'est quoi, je vais me faire l'avocat du frère, là. La machine, elle est grosse quand même. Exactement. La machine judiciaire, étatique, elle est très grosse. Il faut mettre des grains de sable dedans. Après, t'as vu, je me fais l'avocat du frère, mais est-ce que c'est pas un leurre? Je dis pas qu'il faut pas combattre, hein. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un leurre permanent? Ils le vont. Mams, vas-y. Non, je pense que effectivement la machine elle est grosse, mais à un moment donné, tu dois te dire que plus la machine elle est grosse, plus tu dois mener des actions fortes et des actions importantes. Parce que si tu restes justement à ton niveau et sur le fait qu'il ne se passe rien, bah, au fond, c'est-à-dire que tu laisses la machine gagner. Et je pense qu'à un moment donné, moi je ne suis pas pour laisser la machine gagner. Je fais partie de ceux. Moi je m'appelle Mam Siafa, je suis de la Goutte d'Or, je suis de Barbès. Et nous, des violences policières à Barbès, avant même qu'on entende parler de toutes les autres violences policières, nous on les a vécues chez nous. C'est-à-dire que les premières violences policières, elles ont commencé dans les années 70 chez nous. Elles n'ont pas commencé... c'est vrai que là, il y a eu la force de la médiatisation qui s'est fait pour ces dernières années sur des histoires. Mais ceux qui savent et ceux qui connaissent un peu l'histoire de Barbès, on a eu Suleiman qui est mort au Square Léon, on a eu Mamadou Diao qui est tombé d'un toit parce qu'il se faisait courser par la BAC. À cette époque-là, il y a eu Makomé, etc., qui était dans le 18e. Il y a eu toutes ces histoires. Mais on se souvient, enfin, les gens comme moi qui ont vécu à ce moment-là, on se souvient. Et certains ont pris conscience que si tu bouges pas, si tu laisses faire, bah, ils feront, et ils feront, et ils feront, et ils feront, et ils feront. Et c'est là où je rejoins effectivement Shaima et d'autres qui disent que effectivement il faut de l'action, y compris de l'action dure. Il a raison quand il dit qu'il faut de l'action dure. Oui. Parce que quand on te tabasse tous les jours et que tu ne montes pas les crocs à un moment donné, bah, on continuera à te tabasser. Et tu seras une serpillière à la fin. Et je pense que l'action, elle doit se mener sur tous les fronts. Il y a effectivement des gens comme Djigui qui sont des cinéastes. Leur parole, c'est la caméra. Il y en a d'autres, leur parole, c'est l'action dans les manifestations, etc. Il y en a d'autres, c'est une action dure. Il y en a d'autres, c'est une action invisible aussi. Il y en a d'autres, effectivement, je ne sais plus qu'est-ce qui parlait des actions sur Facebook. Elles sont aussi importantes. Elles sont aussi importantes, mais les actions, elles doivent être en continu. Moi, j'entends, en ce moment, j'entends souvent des gens qui disent « Ah ouais, mais bon, ceux qui sont pour justice Adama, justice Gaye, justice Lamine Diagne, ils en font trop. » Non, mais vous vous rendez compte? Il y a des gens qui sont en train de dire ça quand même, chez nous, en ce moment. Oui. Ils sont en train de dire « Oh, mais on les voit trop, ils en font trop. » J'ai dit « Mais vous êtes des fous. » J'ai dit, mais il y a une des personnes, je l'ai chopé en aparté, je lui ai dit, mais si c'était ton frère ou ta soeur qui était mort, est-ce que tu aurais pensé que tu en aurais fait trop? Mais en plus, pour te rejoindre sur le comité Adama, comme quoi, même si on ne voit pas les résultats tout de suite, ils ont incarcéré tous les frères, ça veut dire que le système il flippe aussi. Ouais. Bien sûr que le système il flippe. Bien sûr que le système il flippe. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, dans la conscience collective qu'on a, tu vois, il y en a qui, au départ, ils sont là. Alors c'est bien les premières manifestations où on est là, on se snap, en machine, etc. Ouais, moi je porte le t-shirt. Non. Pour moi, c'est pas ça l'action. L'action, elle est en continu. Et elle est fatiguée. Elle est sur des années. Elle est sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans, sur 50 ans. Parce que c'est un long combat. Et si on n'a pas compris ça, effectivement, dans ce cas, il vaut mieux aller faire autre chose et il vaut mieux prendre son petit chèque, comme tu as dit. Et il y a la question du positionnement aussi. Parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, il y a un débat sur la question du positionnement de certains. Quand ils arrivent au sommet, comment ils doivent se positionner? Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une grosse question.
Et moi, je m'interroge et je discute avec beaucoup sur le positionnement. Est-ce que celui qui arrive au sommet doit se positionner tout de suite? Est-ce qu'il doit se positionner en sous-marin? Est-ce que ça doit être visible? Pas visible? Ça aussi, c'est des questions sur lesquelles il va falloir débattre. Moi, j'aimerais mettre juste deux précisions. Il y avait une prise de parole ici depuis assez longtemps. C'est tranquille, j'ai dû faire un léger. Vas-y, c'est ça, vas-y. Pour ce truc de positionnement, je pense qu'on compare souvent avec les Afro-Américains et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à repenser dans la manière dont on fait ça. Déjà, est-ce que c'est aux nôtres qui sont minoritaires chez les gros bourgeois Enfin, en France, quand tu te positionnes politiquement, il y a des conséquences à ta carrière, quoi, clairement. Du coup, j'ai l'impression que aussi on n'y pense pas, mais des fois, les Afro-Américains, quand ils le font, ils savent que derrière, il y a des productions noires qui vont continuer à leur donner du taf, des choses comme ça. Donc, il y a aussi à nous de mettre en place plus d'autonomie dans tout pour que ceux d'entre nous qui ont envie de se positionner politiquement puissent le faire. Et quand les Bakou vont les boycotter, nous, on sera là pour leur donner du taf. Je pense qu'il y a aussi ça. Mais enfin bref, il y a ça, mais ça à voir sur tous les trucs. Le taf, mais surtout le taf, franchement, s'il y a du taf, nos frères ils vendraient pas de drogue, enfin voilà. Oui. Mais après, il y a aussi, je voulais réagir sur le truc de. Quand tout à l'heure vous avez demandé pourquoi est-ce qu'ils nous laissent parler aujourd'hui? Et moi je pense que la mémoire elle s'écrit aujourd'hui aussi, et qu'on devrait se questionner sur, par exemple, Netflix. Netflix sont en train de faire un fonds de commerce sur les violences policières sur les Noirs en ce moment, c'est clair. Est-ce que ça a un impact sur le fait qu'il y ait moins de violences policières aux États-Unis? Est-ce que ça change quelque chose? Du coup, peut-être que ce que font les Afro-Américains, ça pourrait nous inspirer pour observer ce qui se passe. En mode, est-ce que vraiment les médias servent à changer le système? Est-ce que des médias peuvent faire ça? Et pour l'instant, aux États-Unis, je crois qu'il n'y a pas un gars qui s'est fait tuer il y a un mois encore. Enfin bref. Du coup, bon, après peut-être que ça met plus de conscience, mais est-ce que. Enfin, moi je suis d'accord avec le frère quand il dit qu'il faut aller sur tous les fronts. Voilà. Après, moi j'avoue que amener des films. Enfin, je sais pas. Je sais pas de toute façon. Pour rebondir sur ce que tu disais. Excuse-moi, j'ai pas fini. Et du coup. Dans l'apaisement, il n'y a pas de souci. On est là dans l'apaisement. Je peux être aussi sec, moi aussi. Non, c'est bon. Continue, Sista, continue. Non, mais je veux juste dire que. Depuis tout à l'heure, c'est bien, et c'est la raison. Dans l'apaisement aussi, continue, je t'en prie. Je fais si je veux. Et ensuite, il y a des personnes qui parlent plus que d'autres, et voilà. Non, tranquille, Sista, continue, vas-y. Et voilà, du coup, c'était juste pour dire que par rapport à ce truc de nos célébrités qui se positionnent, je pense que c'est à nous aussi de réussir à sortir de ce système et à se gérer entre nous pour pouvoir mieux fight back, en fait. Oui. Complètement. Et je suis aussi d'accord avec le frère quand il dit que la solution elle viendra de l'Afrique, parce que si on est ici, c'est parce que chez nous c'est la merde. Moi je suis pas venue ici parce que je kiffe la France. Je kiffe l'hiver pendant 10 mois dans l'année là. C'est pas pour ça que je suis là. Je suis là parce que chez moi c'est la merde, et du coup si on libère nos pays, c'est clair qu'on viendra plus ici. Mais qui voulait parler? Parce que c'est vrai que. Moi je voulais parler juste aussi quelque chose. Oui, mais. Parce que malgré tout ça, les Noirs ils n'ont pas de banque. Enfin, les Noirs de la zone francophone, ils n'ont pas en fin de compte de banque. Ils n'ont pas en fin de compte une force économique, mais qui vient de nous. On n'a pas d'école non plus où on peut éduquer aussi nos enfants, puisque l'éducation, ça vient encore d'ailleurs, c'est encore d'autres gens qui éduquent nos enfants. Donc à partir du moment qu'on n'a pas de force économique, que c'est d'autres personnes qui doivent façonner nos enfants, ça ne va pas changer, hein. Enfin, les choses ne vont pas changer. Et de deux, en plus, on est hors de nos territoires. C'est-à-dire que même chez nous, on ne peut pas aller se réfugier chez nous, dans nos pays d'origine. Donc c'est normal que eux, le fait qu'on soit ici, qu'on n'a pas d'économie, d'autres personnes éduquent nos enfants, on ne peut pas retourner dans nos pays d'origine quand ça ne va pas. Donc du coup, eux, ils ont la force, donc ils peuvent faire de nous ce qu'ils veulent, massacrer nos enfants, massacrer nos femmes, massacrer nos maris. Voilà, on est tués partout. Et ça, c'est pas que en France, dans les cités, c'est partout. Dans tout le monde entier, les Noirs, ils sont tués, ils sont massacrés. Que tu sois enfant, femme enceinte, noire, même une vieille grand-mère, on est massacrés partout. Moi, franchement, c'est très intéressant ce que Mams, le frère, a dit, ce que l'assistant a dit, et elle, ce qu'elle a dit. Moi, j'aimerais peut-être ajouter un truc, c'est que pour répondre à ce monstre, qui est la négrophobie, parce que c'est de la négrophobie, il faut qu'on atteigne notre puissance maximale. Et notre puissance maximale, on peut l'atteindre comment?
Par exemple, là j'ai un exemple concret, quand on arrêtera, comme il a dit, les histoires de quartier, les Ulis contre un tel, Grigny contre Vitry, etc., etc. Ça, c'est ce qu'ils veulent en fait. Ça, c'est ce qu'ils veulent en fait. Qu'on se rentre dedans, qu'on... C'est pour ça qu'ils ne mettent pas les moyens de la rue. Exactement. C'est des politiques, c'est de la politique. C'est maintenir le misérabilisme dans les villes, etc., pour qu'on se détourne des vrais problèmes. Quand on arrêtera de se battre, parce que moi je viens de Grigny, lui il vient de Vitry, on commencera déjà à avancer d'un point. Premièrement. Deuxièmement, comme il a dit, il y a plusieurs moyens de combattre. Il ne faut pas négliger le post Facebook, le statut Insta, le statut Snap, etc. Tous les moyens sont bons pour combattre, pour conscientiser. Et c'est à nous aussi d'être bienveillants envers les personnes qui... On ne sait pas, ça se trouve, de base, elle n'est pas comme ça, cette personne. Et moi, je vois des gens de la Creuse, carrément, qui combattent pour ce genre de choses. Or que, voilà, ils ont tous les privilèges et tout ce qui vont avec, mais ils ont décidé de sortir de leur carcan. C'est pas à nous de venir, ouais, mais c'est juste un statut, c'est rien. Nous, on est dans la rue, on se fait tabasser, etc. Ouais, mais elle aurait pu choisir de rester et de ne rien faire. Voilà, c'est à nous aussi d'être bienveillants et avenants envers ces personnes. Et troisièmement, comme je disais, il y a plusieurs moyens de combattre. Moi, pour ma part, c'est cinéma, manif, etc. Mais dans le cinéma, la question de la représentation, elle est très importante. Je pense que plus il y aura des Noirs, des Arabes, des Indiens, des Laotiens, des Vietnamiens, bref, plus il y aura de la représentation, et plus ça facilitera le combat aussi. Parce que la pub, ça passe par là aussi, la déstructuration de ça passe par les pubs, ça passe par les films, le noir qui meurt en premier, qui aime trop le poulet, qui fait couper des calés dans le bus. Non mais si, c'est ça, c'est exactement ça. Les affiches sur le sida. Voilà, les affiches sur le sida, lui il sourit, la main sur la tête. C'est par... Voilà, mais non mais oui, c'est par ce genre de choses. Si on comprend ça et que, par exemple dans le cinéma, on n'a pas juste envie d'être acteur, mais réalisateur, producteur, dans la distribution, dans l'exploitation, dans tous les rouages, il faut qu'on soit là et qu'on comprenne que c'est en tenant le taureau par les cornes qu'on pourra avancer. Voilà. Mais juste pour... Il y avait 2 prises de parole ici, après il n'y a plus 2. Après, je pense qu'on va terminer pour pouvoir enchaîner sur la production éjective. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Oui. Bah, après, elle a levé la main. Vite fait, tu vois, je citerai juste un artiste que je connais trop bien, qui dit « Je m'en prends pas à tout un peuple, mais à ses dirigeants. Ce qu'ils ont fait subir aux nôtres, ils l'ont fait à leur peuple avant. » Exact. Et parce que, depuis tout à l'heure, on utilise des termes qui peuvent en choquer d'autres. Je vous le dis clairement, parce que on peut exclure des gens par rapport à nos propos. Il y a des blancs ici, il y a des noirs ici. Si on est clair et net. Maintenant, la chose, c'est que ce que je voudrais exprimer, c'est que la majorité des gens en France sont blancs. Parce que nous sommes une minorité. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, la chose, c'est que je regardais un reportage sur le Front National il n'y a pas si longtemps. Il y a des gens dans la Creuse, des élus, qui allaient galvaniser les troupes là-bas pour leur dire « Vous avez vu ces gens des cités à qui on donne tant de subventions ?» Mais sans parler du fait que ces subventions sont un montage financier pour toucher de l'argent sur la misère. Et tout ça pour dire que, voilà, depuis tout à l'heure on dit « il », mais en fait, « il », c'est les dirigeants. Ceux qui ont colonisé l'Afrique, ce sont les dirigeants. C'est pas le peuple, parce que il ne faut pas oublier qu'à l'époque du Moyen-Âge, ils exploitaient leurs paysans comme ils ont exploité toute l'Afrique. Mais je veux dire, et aujourd'hui, ça existe encore, tu vois. Je veux dire, c'est que le peuple n'a aucune marge de manœuvre sur les décisions politiques, à part, si, il en a une grosse, parce qu'il vote. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, je pense qu'il faut recentrer le débat dans la mesure où il y a des gens qui... Les Black Panthers, ils avaient des sympathisants blancs aussi. Oui. Et à un moment donné, tu as vu ceux qui glissent mieux dans le système, c'est ceux qui aident le plus les gens qui sont défavorisés. C'est tout ce que je voulais rajouter. Oui, c'est bon. Je peux rester devant. Le t-shirt du PFS, oui, tu voulais dire quelque chose? Sa mère qui voulait intervenir. Ah, il y avait la fille. La responsabilité précède la liberté. Depuis qu'on est là, on a tendance à pointer les policiers du doigt. Mais vous savez, il n'y a pas de domination sans consentement. Pendant longtemps, on a consenti à tout ça. On a réellement consenti à tout ça. Et la dame tout à l'heure parlait d'éducation, d'école, de faire ci, de faire ça. Mais on ne doit pas attendre qu'il
l'éducation change et qu'on commence à conscientiser là où on en est. Comme Nkrumah disait, politiser. Politiser, ce n'est pas faire des discours politiques. Politiser, c'est faire comprendre. C'est faire comprendre avec rage, aux masses, que tout dépend d'elles. Que si nous avançons, c'est grâce à elles. Et si nous stagnons, c'est de leur faute. Il faut qu'on commence par là. Pourquoi on n'encouragerait pas nos jeunes à faire de la politique? Beaucoup de personnes ont du mal avec le mot politique. Mais vous savez, c'est là que tout se passe. Moi, je suis étudiante en sciences politiques. À partir du moment où j'ai compris, que j'ai été conscientisée, que j'ai compris que je pouvais changer les choses, que j'avais de la voix, que j'avais la puissance, le pouvoir nécessaire pour changer les choses, tout a changé pour moi. Aujourd'hui, je ne permettrai pas à un policier ou à n'importe qui de me dire mes droits, je connais mes droits. Il faut qu'on commence par là. Beaucoup de personnes, c'est réel, hein. Parmi nous, on a beaucoup de mal avec le mot politique, alors que tout se passe par là. Il faut vraiment partir là. Moi, pour aller dans ton sens, quand on était plus jeune, pour ceux qui connaissent un petit peu, on a créé nos propres partis politiques. Quand on a fait émergence, nos propres partis, même dans mon quartier aux Ulysses. Moi, à 25-26 ans, je m'étais présenté à la mairie, sans étiquette, en totale autonomie, liste citoyenne, avec les habitants du quartier. Et pour rejoindre ce que disait Aboubacar, il y avait de tout. Ça ne veut pas dire que je suis universaliste dans l'âme. Ça veut dire que j'ai aussi conscience. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, je me suis un peu calmé sur le débat, parce qu'il y a deux débats. Il y a soit on part sur un débat panafricain, comme tu disais, et qui concerne le fait que nos dirigeants, là, qui servent à rien là-bas en Afrique, se fassent respecter pour que leur diaspora soit respectée ici. Ça, c'est une chose sur laquelle on s'est positionné. On s'est positionné en faisant des allers-retours en Afrique avec les jeunes de notre quartier. Là, moi, il y a un mois, il y a Youssef, tout ça, des jeunes de mon quartier, noirs, arabes, blancs et tout, ils reviennent de Kikwit. Kikwit, c'est où? C'est au Congo. C'est même pas à la capitale, genre je vais dans le truc bling bling. Je vais vraiment dans les terres. Et c'est pas pour faire d'humanitaire, c'est pour faire de l'entrepreneuriat. L'humanitaire, c'est très bien. Il y a des ONG, mais ça, c'est un autre débat qu'on aura sur les ONG. Hein. Voilà. Mais voilà, c'est-à-dire que cette question-là, qui concerne l'Afrique, nous, on essaie d'y répondre. D'accord? Nous, on est aussi sur une question, comme il disait le frère, il faut qu'on soit partout. Quand on dit partout, c'est nous tous. Des débats comme ces jeunes-là, ils l'organisent aujourd'hui, il y a 30, 40, 45 ans dans ce pays, ça n'aurait pas été fait, ou en tout cas, tout aurait été mis en œuvre pour qu'on n'ait pas à se rencontrer. Aujourd'hui, on se rencontre. Je ne suis pas en train de dire que c'est SOS Racisme, on est tous ensemble, machin. Je dis juste qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, de leur propre chef, se disent il y a des injustices dans mon pays, il y a des populations qui sont discriminées. Moi, j'aimerais qu'on se rapproche. Voilà. Il y a deux types de combats. Il y a le combat panafricaniste, je pense, et il y a le combat qui est être une minorité en Occident. Ce qui est le combat diasporique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que moi, en tant que membre d'une diaspora, qu'est-ce que j'ai essayé de faire dans mon quartier sans regarder? J'ai regardé que l'adresse, moi. Je ne regardais pas ta couleur de peau, ton adresse. C'est sûr que quand j'étais plus jeune, si socialement j'ai l'impression qu'on se ressemblait, eh ben on pouvait avancer ensemble. Pourquoi? Parce qu'on m'avait mis dans ma tête que voilà, tu vois, il y avait des frontières ou quoi qu'est-ce. Ces luttes-là, on les a faites. On a fait des listes électorales. On a été jusqu'au boutiste dans le côté légaliste. Là encore, on a vu du racisme, on a vu du paternalisme, tout ça. On peut en témoigner. Moi, je ne peux pas te parler d'une situation si je ne l'ai pas vécue. Donc, je peux te dire qu'effectivement, quand tu essaieras de monter ta liste et qu'elle sera autonome et citoyenne et que tu vas dire à tous les partis de tous les bords, vous ne m'intéressez pas, ce qui m'intéresse, c'est le peuple, tu auras des oppositions, tu auras des enquêtes des renseignements généraux, tu seras pisté, les potes qui sont dans ton répertoire, on dira ah mais lui il n'est pas parti en Afghanistan en 2001 et lui c'est pas un musulman de telle mosquée et lui le noir là, il n'est pas parti en Guadeloupe sur un combat on va dire pour l'autonomie de la Guadeloupe et tout, parce que c'est aussi notre réseau, c'est les gens qui m'intéressent, c'est les gens que je côtoie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir de là, faut aussi, pour revenir à la prison, il faut aussi que les jeunes, parce qu'il n'y a pas que la police qui nous emmène en prison aussi, il y a nous-mêmes, ce qui se passe dans nos quartiers. Et les exemples que nos jeunes y prennent. Quand un jeune il a envie de ressembler à P. Diddy ou à Jay-Z, c'est quoi son but? C'est de devenir un capitaliste. Ça, c'est son truc. Nous, nos jeunes dans nos quartiers, eux aussi veulent être capitalistes. Qu'est-ce qu'on fait à ça? Le capitalisme, pour moi, pour ceux que je pense qu'ici, il y a des élèves peut-être qui sont d'extrême gauche, pure machin, je pense, ils ont leur notion peut-être marxiste, machin, tout ça. Moi, je suis là pour dire... Non, mais il faut dire les choses. Moi, je suis là pour dire, on essaie de faire de l'edutainment. L'edutainment. Pour revenir à... Tout à l'heure, on disait, oui, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Moi, personnellement, je suis un grand fanatique de KRS-One, de Tupac, des Last Poets, de Nasir Jones, tout ça. Donc, peut-être que leur musique, elle n'a pas changé le monde, mais elle a changé au moins une personne, moi.
Mes parents m'ont éduqué, leurs textes ils m'ont accompagné. Tu vois ce que je veux dire? Désolé, on va devoir... Non mais c'est juste pour finir et juste pour terminer, voilà, c'est dire que il n'y a pas que de la défaite, il y a aussi des choses positives qu'on arrive à construire tous ensemble. Il y a des choses positives qu'on arrive à construire tous ensemble dans n'importe quel domaine. Et que des fois, c'est bien qu'on se réunisse pour parler de ce qui ne va pas, mais c'est bien aussi qu'on se réunisse pour construire. Sinon, on a l'impression qu'on est encore réunis pour jeter l'opprobre l'un sur les autres. Moi, je suis là avec vous pour qu'on construise tous ensemble. Je ne suis pas en train de vous faire un discours, on va construire la France, machin. Je dis construire avec des âmes et des gens qui veulent avancer. Toi, si tu as un spécialiste, et on a besoin d'experts. Si ta spécialité c'est l'Afrique, vas-y frangin, on échange. Si toi ta spécialité c'est la cuisine, vas-y on échange. On peut pas tout faire. Faut que notre ego et il faut qu'on apprenne à l'humilité. On peut pas être partout. Je peux pas amener les petits à Dakar, à Bamako, à Kinshasa ou à Tripoli ou je ne sais où, d'un côté pour me montrer, et à côté venir être à Damary-les-Lys, aux Ulysses, à Grigny et tout, pour que les gens disent ah c'est le gars en question là dont il faut parler. Non, on a des experts. On a des gens comme Kizo, c'est des experts dans le sport street workout. Vas-y frangin, c'est vers toi qu'on va. On a Assa Traoré, ok. On a la famille Camara, Gay, tout ça. Ici, on a des frères aussi au Havre qui sont morts par les violences policières. On ne peut pas les abandonner. Mais on ne peut pas être partout, tous à la fois. Et comme tu disais tout à l'heure, frangin, et franchement, ça me touche parce que c'est quelque chose qui a miné les débats militants ces dernières semaines. Quand on voit Assa partout, ou quand on voit les frères comme ça partout, on défend les nôtres. Exact. Il y a peut-être écrit Adama sur le t-shirt, ou Guy, ou quoi qu'est-ce, mais c'est tous les Adama, tous les Guy. Les Thomas Claudio, qui était d'origine portugaise ou italienne, je crois, portugais, qui est mort à Lyon il y a 20-25 ans. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va aller. L'histoire des quartiers populaires, elle n'a pas commencé avec Makomé, elle n'a pas commencé avec Malikou Sekine, paix à leur âme. Elle était bien avant. Zied et Bouna, tout ça, tous on fait partie d'une même famille, les quartiers populaires. Maintenant, pour ceux qui ont un discours plus panafricaniste, je suis aussi de votre famille. Comment on fait, comment on avance? Mais moi, j'ai l'humilité de dire, pardon tonton, j'ai essayé d'aller faire mes allers-retours au Congo, j'ai perdu beaucoup de thunes, mais c'est mon peuple. Et je vais continuer. Je vais continuer. Mais je suis aussi des quartiers populaires. Parce que j'assume le fait d'être un afro-français ou un afropéen. Je sais pas comment on dit ça. Non, je sais que vous n'êtes pas d'accord. Non, je sais que vous n'êtes pas d'accord. Mais je peux pas. Non, non. Non, je suis totalement africain, mais c'est juste pour terminer. Non, mais comme il disait Boubacar, c'est très important. Parce qu'il y a des gens ici, nous on a nos manières de parler, et il y a peut-être des gens dans la salle qui ne comprennent pas. Parce que c'est un discours, ils ont l'impression qu'il est presque américanisé, tellement il est extrême. Mais en fait, non. C'est juste que maintenant, on pose des mots sur des réalités communes. Et je voulais féliciter votre initiative et féliciter toutes les prises de parole parce que j'ai beaucoup appris